Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de Casadoc. Alors comment la lutte syndicale, le militantisme prend naissance dans nos territoires, dans quel contexte, sur quelle base idéologique, comment a évolué cette pratique syndicale? Qu'en est-il aujourd'hui? Nous verrons tout cela avec nos invités. Linda Miri, maître de conférence en histoire à l'UG, Thierry Nicolas, maître de conférence en géographie à l'UG, et puis notre grand témoin, Albert Darnal, ancien secrétaire général de l'Union des travailleurs guyanais. Mais tout d'abord, une réaction quand même sur ce beau documentaire que nous venons de voir. Un petit tour de table, et messieurs, on donne la parole à Madame Amiri. Qu'en avez-vous pensé? Moi, c'est un très très beau documentaire, comme vous l'avez dit. Alors, je suis historienne et l'histoire du syndicalisme, c'est l'histoire sociale. Et ce qui est très très intéressant dans ce documentaire, ce sont les sources. C'est ça. Les photos, les témoignages et la manière dont ce documentaire arrive à faire parler l'ensemble de ces sources. Et effectivement, dans les territoires situés en marge de la République, travailler sur l'histoire sociale, c'est aussi travailler sur les sources privées. Et c'est là tout l'intérêt, la valorisation de ces sources. Parce que si on travaille que sur les sources de police, quand on travaille sur un mouvement de grève, on travaille à travers les papiers de l'État et donc c'est un regard plutôt policier sur l'événement. Et là, ces sources vraiment redonnent leur humanité à ces manifestants et aux manifestantes. Parce qu'il y a une place des femmes tout à fait. Albert Darnal. Février 1974, c'est un événement dont j'avais entendu plus que parler. On avait échangé avec nos amis des syndicats martiniquais en particulier. Comme on pourrait parler aussi de mai 67 en Guadeloupe. Ce sont des moments forts des luttes dans les colonies françaises. Et je pèse mes mots parce que ce sont des moments qui sont marqués par la mort de militants. Et c'est toujours comme ça que ça se passe dans les colonies. Oui. Mais le documentaire en lui-même, voilà, c'est... Et ce documentaire-là met bien en évidence ce qui s'est passé. Et on va aborder d'ailleurs justement... ce serait bien qu'il soit vulgarisé, que les gens sachent réellement ce qui s'est passé en février 1974. On est là pour ça et on essaiera effectivement de mettre en lumière cette histoire. Une petite réaction également, Thierry Nicolas, sur cette œuvre. Oui, c'est un documentaire qui est riche et dense et qui met bien en évidence effectivement la problématique de la répression policière, qui est une thématique extrêmement sensible en Martinique, car il faut le rappeler, en 1959, lors des émeutes, eh bien, les CRS ont été bannis, entre guillemets, de l'île. Donc la question de la répression policière est une question assez sensible qu'on voit bien ressortir dans le documentaire. Un autre élément aussi qui est assez intéressant, c'est la question de la vie chère qui commence à plus ou moins émerger, et la question de l'égalité réelle, notamment cette volonté de tendre vers l'égalité sociale. Et enfin, un élément qui est peut-être un peu moins connu, c'est que ces événements de 1974 marquent aussi les premières revendications quant à des questions environnementales et à la protection des travailleurs face à l'usage de pesticides, et en particulier de la molécule de la chlordécone. Des éléments que nous allons aborder tout au long de cet échange. Alors, Albert Darnal, février 1974, vous étiez en Guyane, de retour étudiant, on l'a dit. Alors, quel était l'écho de cet événement dans le contexte guyanais? Parce qu'à l'époque, je sais que, en tout cas d'après les recherches... Vous n'étiez pas en Guyane, pardon. Non. Mais alors, est-ce que vous aviez un écho de... J'en ai entendu parler après. Mais j'étais encore à Paris. Je suis rentré en juillet 1974. Et oui, ce sont des événements qui, au-delà de l'Atlantique, ont eu des échos à Paris. Puisqu'il y avait l'Association générale des étudiants martiniquais qui siégeait au 85 rue Beaubourg comme l'Union des étudiants guyanais. C'était pas le même siège, mais donc il y avait des informations circulaires. Donc, les informations circulaient, il y avait des meetings, il y avait un certain nombre de choses qui nous permettaient de savoir qu'il y avait des choses graves qui se passaient en Martinique. Donc il y avait un écho quand même important. Et on peut rappeler effectivement que 1974, avant de revenir sur cet événement, en Guyane, une année également sous tension, puisqu'on peut rappeler quand même plusieurs événements cette année-là. La mise en place du comité contre la vie chère, on parlait de la vie chère déjà. Il y a l'histoire du MOGUID. Il y a la création du MOGUID en septembre 1974. Et l'arrestation de trois militants du MOGUID. C'était fin octobre, début novembre 1974, qui avait écrit sur le monument aux morts de Cayenne. Exactement, place du Coq. Hier,
mourir pour la France, aujourd'hui et demain mourir pour la Guyane. Et puis cette année... Ils avaient été arrêtés pour ça. C'est ça. Pour avoir bombé. Ouais, c'est ça, pour bombage, ouais. Et cette année 74 également se termine en décembre par le fameux complot de Noël. Ça, là, c'est l'arrestation, je crois, d'une quinzaine ou de 13 militants. 11 ou 13 militants, déportés, qui ont été déportés à la prison de la Santé à Paris. Les émeutes. Voilà, il y a eu de grosses manifestations. Entre-temps, comme j'étais encore mineur, mon père m'a fait repartir. Et j'ai participé aux différents meetings qu'on a organisés en région parisienne. Donc une année... Le collectif des avocats que nous avions créé avec un certain nombre de grands avocats, pour certains disparus aujourd'hui, et qui ont œuvré à la libération de nos camarades. Ils ont tous été libérés. Libérés par la suite. C'était bien de le rappeler. Alors, Linda Méry, on reste dans cette période, 70. Le constat est-il le même sur tous les territoires ex-colonies? C'est quand même la précarité, la pauvreté, la dureté de la vie et par conséquent donc une situation économique et sociale catastrophique qui va nourrir la contestation. En fait, effectivement, alors au niveau national, c'est aussi le choc pétrolier, donc les débuts aussi des difficultés aussi économiques, la fin des 30 Glorieuses, et effectivement un contexte économique qui évolue difficilement depuis 1946, depuis la départementalisation, et effectivement une pauvreté, une précarité de la population qui se conjugue avec une radicalité aussi politique qui entend faire contester la départementalisation et remettre en cause l'assimilation telle qu'elle a été prônée depuis 1946. Oui, c'est ça. Parce que 1974, messieurs, c'est 28 ans après la départementalisation du 19 mars 1946 et manifestement les espoirs sur ce principe d'égalité justement législative, c'est la désillusion pour la population de nos territoires et tous ces événements qui se succèdent jusqu'alors expriment donc une prise de conscience de ces injustices qui persistent d'ailleurs sous d'autres formes, non? C'est une prise de conscience qui, quand même, qui ne date pas des années 70, des années 50, 60, la question de la remise en cause de la départementalisation, la question autour de Justin Cataillé qui réclame un nouveau statut. Il y a quand même toute une réflexion politique qui est déjà en germe dans les années 50, qui se confirme dans les années 60, et les années 70, c'est, j'allais dire, un peu l'acmé de toutes ces revendications, et c'est surtout un moment où ça sort aussi des marges, parce que jusqu'à présent, l'UPG, les étudiants avaient un discours qui était peut-être un discours trop radical, que la société guyanaise n'arrivait pas encore à entendre, et peut-être que dans les années 70, le contexte, l'évolution aussi de la société fait que ce discours-là rentre en cohésion avec les attentes de la société civile. Thierry Nicolas? Oui, tout à fait. On observe que les années 70 ont été marquées par cette lutte notamment syndicale, pour améliorer les conditions des travailleurs, et que ces luttes étaient aussi nourries par des formes d'idéologie. Et on voit que progressivement, à la fin du XXe siècle, d'autres acteurs vont aussi émerger par la suite et s'associer aux luttes syndicales. Alors je fais remonter effectivement ce début de présence de nouveaux acteurs à la fin des années 90. D'accord, ouais, c'est vrai. On peut situer ça... Alors, c'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est cette plus grande visibilité de ces acteurs, avec notamment le collectif Femmes d'Ibout, qui a, donc, dans les années 90, commencé à militer sur la question de l'insécurité. Puis, évidemment, quelques années après, il y a le fameux collectif des lycéens, qui a aussi combattu pour l'amélioration des conditions scolaires qui aboutit à la suppression du rectorat Antilles-Guyane et à la création dans chacun des trois territoires de rectorats séparés. On revient quand même... Si vous permettez, par rapport à ce que vient de dire monsieur, Femmes d'Ibout, c'est la succession du mouvement des femmes de Guyane. Mouvement des femmes de Guyane qui existe depuis avant 1974, je n'ai même plus la date de sa création, c'était Manon Castal qui était la présidente du mouvement des femmes de Guyane, et qui avait grandement œuvré avec le mouvement des femmes de Guyane à la mobilisation de 1974 pour la libération des déportés. Et ensuite, il y a eu des tensions comme dans c'est le grand témoin. Toutes les organisations. Et c'est devenu Femmes d'Ibout, on va dire. D'accord. C'est bien de le préciser. Parce qu'il y a eu d'autres choses avant. Tout à fait. Et donc, les femmes de Guyane
elles ont déjà été mobilisées depuis longtemps. Ouais, ouais. Et un deuxième élément historique que je veux apporter pour corroborer ce que disait Madame Méry, c'est que... Madame Amiri. Excusez-moi. Désolé. Rectification étant faite. Ouais. J'ai eu l'occasion de lire une correspondance entre mon grand-père et René Maran, notamment un écrit de René Maran, une lettre qu'il écrivait à mon grand-père en disant, c'était dans les années 50, en lui disant, on s'est trompé Albert, parce que mon grand-père s'appelait également Albert. Oui, oui, tout à fait, oui. On s'est trompé Albert quand on a appelé à voter pour la départementalisation. On a fait une grosse erreur. Oui. Donc pour dire que même les intellectuels déjà remettaient en cause dans les années 50. Parce qu'à un moment, on va se rendre compte qu'il y a une bipolarisation, hein, les départementalistes et puis les autonomistes. Mais on revient à Madame Amiri, dans ce documentaire, hein, on évoque cet apport, justement, on l'a évoqué, des étudiants qui sont de retour au pays, qui ont organisé, on l'a vu d'ailleurs dans le documentaire, organisé et structuré ce mouvement de février 74, que ça soit pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. On a évoqué l'UEG pour la Guyane, pour la Martinique, alors c'est la GEM, et pour la Guadeloupe, la GEG. Est-ce qu'ils ont favorisé aussi ce discours et ce courant anticolonialiste et autonomiste? Je dirais qu'ils ne l'ont pas favorisé, ils en ont été les fers de lance. Les fers de lance, oui. À un moment où, vous savez, 46, la départementalisation, du point de vue, si on se place à l'échelle de la colonisation, on est aussi dans un mouvement de développement, le courant développementaliste. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de mise en valeur, on ne parle plus de civilisation, on parle vraiment de développer les territoires pour essayer de mettre en avant l'apport en fait économique. Et donc 46, c'est effectivement la départementalisation c'est mis en avant comme un progrès, mais très rapidement sur le terrain, on se rend compte que l'argent n'arrive pas pour restructurer le territoire et qu'on a un grand retard et aussi une inégalité territoriale en matière de droits sociaux. Et les étudiants, dès les années 50, l'Union des étudiants guyanais s'est créée à Paris en 1949, dans un contexte où il y a une circulation des idées, une circulation des hommes. L'histoire coloniale et l'histoire postcoloniale, c'est aussi une histoire connectée. Et ces hommes et ces femmes, à Paris, rencontrent aussi d'autres personnes qui sont dans des luttes anticoloniales et d'étudiants qui sont vraiment engagés dans la lutte anticoloniale. Donc ils se politisent et ils se radicalisent dans un contexte de décolonisation. Et lorsque le comité guyanais d'action sociale et politique porte la question en fait de la dénonciation de la départementalisation, il ne pose pas les termes en termes d'indépendance, mais il marque la fin de l'illusion en fait de cette départementalisation. Ils sont peu nombreux, c'est une minorité qui effraie aussi la classe politique guyanaise à cette époque-là. Et donc oui, ils ont porté cette idée. Et ensuite, lorsque les étudiants guyanais, certains reviennent après 62, leur but n'est pas seulement de retourner pour faire carrière, leur but est de continuer le travail, continuer l'action politique en Guyane et de vraiment structurer, organiser sur le plan politique leurs idées. Et je pense que Albert Danal, vous avez certains partis sont nés de cette action étudiante. Hein. C'est ça, et il y a eu des gros mouvements, bon, on n'aura peut-être pas le temps de parler. C'est un peu les idées de gauche d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire? Comment? Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi par rapport à tous ces mouvements d'étudiants qu'il y a aussi cette idée de la gauche d'aujourd'hui? Il y a eu surtout la prise de position pour l'indépendance nationale de plusieurs organisations dans l'UTG. Puisque l'UEG, l'Union des étudiants guyanais, prend position pour l'indépendance nationale à son congrès, c'est le 6e congrès, si je ne me trompe pas, de 1971. Et dans la foulée, en 1973, l'Union des travailleurs guyanais prend position pour l'indépendance nationale. Depuis, il y a eu d'autres organisations qui ont également pris position. Alors, voilà, donc il y a une grosse évolution. Autre point que je voulais aborder, et qu'on l'a vu d'ailleurs dans le documentaire, on observe que les révoltes d'hier et celles d'aujourd'hui, dans nos territoires, on a le sentiment que rien n'a changé, hein, les revendications sont les mêmes. Et d'ailleurs, Betty Raffaelli conclut ainsi ce documentaire. Comment on explique ça, hein? Il n'y a pas de réponse, donc il y a toujours cette mobilisation. Quel est votre sentiment sur cette analyse pure et simple? Rien n'a évolué parce que pour moi, il y a une volonté
du colonialisme de maintenir la Guyane dans une situation de non-développement. Moi, j'ai toujours employé ce terme de non-développement. Les potentialités existent. La Guyane est, à mon avis, un des pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles. Mais dès la départementalisation, bien au contraire, on cherche à orienter la Guyane vers tout ce qui est administratif, tout ce qui est service. C'est l'analyse. C'est mon analyse. Oui. Et on vide un certain nombre de communes de la Guyane pour amener les gens vers les grandes villes comme Cayenne. Plusieurs communes disparaissent d'ailleurs. Et c'est un vrai problème. Il y avait quand même, on va dire, un semblant d'industrialisation à une certaine époque. Ouais. Pendant la guerre, la Guyane s'est relativement autosuffit. Il y a des usines d'essence de bois de rose, il y avait des briqueteries, un certain nombre de choses qui permettaient à la Guyane d'avoir une certaine richesse. Très bien, merci pour cette année. On revient sur justement cet aspect de la contestation. On l'a abordé tout à l'heure, c'est aussi dans toutes les mobilisations, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, cette action, c'est cette violence, cette action de répression des forces de l'ordre. Est-ce que c'est aussi, on le retrouve dans... Quel que soit le temps, l'époque, il y a cette réponse, elle est toujours la même. Est-ce que vous l'analysez? Est-ce que vous vous alliez, en tout cas, vous l'avez observé dans vos recherches, dans vos travaux, dans votre analyse, Thierry Nicolas? Oui, effectivement. Alors, dans l'histoire des Antilles-Guyane, cette répression policière... Alors là, nous sommes en 2011, c'est en Guyane. C'était une mobilisation devant l'ARS. Et voilà, il y a eu cette intervention quand même assez brutale. Oui, excusez-moi. Oui, donc cette répression policière est présente tout juste après la départementalisation. On l'a vu en Martinique en 1948, où il y a eu 3 morts au Carbet. On l'a vu en 1959, où il y a eu 3 morts également à Fort-de-France. On l'a vu en mai 1967. Donc c'est quelque chose qui est présent et qu'on voit aussi ressurgir lors des mobilisations récentes. On l'a vu en 2021, lorsqu'il y a eu la grève ou la mobilisation contre la vaccination, où notamment le GIGN a été envoyé, et on l'a vu plus récemment, à la fin de l'année 2024, là ce sont les CRS qui sont revenus en Martinique. Oui, effectivement. Alors, ce qu'on voit aussi qu'en termes de méthode, c'est l'usage du couvre-feu. Alors Madame Amiri pourra peut-être en parler davantage parce qu'elle connaît bien cette thématique-là dans d'autres territoires. Mais c'est vrai que depuis, notamment la pandémie de Covid, le couvre-feu apparaît comme un moyen de régulation justement des situations un peu conflictuelles. Mais contrairement au mouvement du XXe siècle, je dirais notamment de la fin du XXe siècle, on assiste à moins de morts aujourd'hui lors de ces manifestations. Par contre, ce qu'évoquent les militants et les activistes, c'est surtout la répression judiciaire. Certains parlent même de harcèlement ou même d'acharnement. La répression change de terrain. Voilà, d'acharnement judiciaire. Et mettre en évidence aussi le fait que d'autres administrations, par exemple l'administration fiscale, est un peu plus regardante. Donc c'est surtout a posteriori, visiblement, que semble s'exprimer cette forme de répression des acteurs. Petite rectification, les images, c'était 2021. 2021, oui. C'était pendant le Covid, pas 2011. 2021, autant pour moi, oui, effectivement. Oui, c'est 2021. Oui, Madame Amiri? Moi, j'ai parlé pour ce qui est de ma période. En fait, bien sûr. Je crois que le maintien de l'ordre en situation coloniale, il faut le repenser aussi de la manière dont le maintien de l'ordre se faisait dans les années, en tout cas pour la période qui me concerne, les années 50, 60, 70. On est déjà un peu on est après. Mais c'est un maintien de l'ordre qui fait usage des armes à feu. Et qu'on regarde la manifestation de 1953 à Paris, où il y a déjà 6 ouvriers qui sont tués, 5 Algériens et un Français, le 17 octobre 61, mai 67. Donc on est dans une généalogie en fait, de maintien de l'ordre qui a été très bien travaillée par d'autres historiens. Ce qui moi m'interpelle en termes de gestion et du maintien de l'ordre, c'est la manière dont ce maintien de l'ordre se fait avec l'arrivée de compagnies qui viennent souvent de l'extérieur, qui sont là pour une période donnée, qui ne connaissent pas vraiment le terrain et qui sont là non pas pour
pour tempérer, mais pour vraiment peut-être... Réprimer, monsieur Darnadi, oui. Contrôler. Donc voilà, c'est ce qui surprend quand on arrive en Guyane, de voir finalement qu'on a des gardes, je crois qu'on les appelle les gendarmeries qui sont tournantes en fait. Et donc du coup, est-ce que ceci explique que le maintien de l'ordre est plus virulent, je ne sais pas, mais en tout cas, cette question du maintien de l'ordre, elle a aussi son histoire, et il faut aussi la très bien l'élargir et la remettre. Merci pour cette analyse. Donc, vous étiez un acteur. Je l'ai vécu dans ma chair. Parce que quand on se faisait arrêter, c'était pas gentiment. Hein. Tout à fait, effectivement. Donc, bon, ça allait jusqu'à de petites tortures qui n'étaient pas. Oui, vous êtes un témoin vivant, un acteur, on l'a dit. Bon, je voulais revenir sur cette partie-là, parce qu'en 92, les syndicats créent la conférence des syndicats anticolonialistes des dernières colonies françaises pour se rassembler, pour lutter ensemble. Donc Martinique, Guadeloupe, Kanaki, Guyane. Oui, la Corse est venue nous rejoindre après. Et notamment, on va mener une action contre la criminalisation de l'action syndicale. On parlait de criminalisation de l'action syndicale, parce que tout était fait pour nous présenter comme des criminels. Donc on va mener plusieurs actions en ce sens, pour dénoncer cette criminalisation de l'action syndicale. Merci pour ce témoignage. En tout cas, j'ai envie de vous demander, pour amorcer un petit peu la conclusion, puisque nous arrivons pratiquement déjà à la fin de ce spécial consacré au militantisme, au syndicalisme. Il y a manifestement, selon les propos, un héritage, on peut le dire, de cette jeunesse estudiantine des années 1950-1960, qui a semé les prémices, je dirais, du nationalisme, entre guillemets. Mais qu'est-ce que tous ces faits historiques, est-ce qu'ils n'ont pas contribué aussi aujourd'hui au renforcement de ce courant justement autonomiste, de ce courant anticolonialiste, et à cette finalement conscience identitaire de plus en plus forte, il me semble, dans nos territoires. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit tour de table, monsieur. Allez. Nicolas. Oui, effectivement. Alors, ce qui apparaît, c'est que la récurrence des mobilisations depuis quelques années autour de thèmes similaires, notamment la question de la vie chère, la question des retards en infrastructure, finit par poser la question du modèle, notamment du modèle départemental, qui est issu de la loi départementalisation de 1946, et laisse penser qu'au bout de maintenant près de 80 ans de départementalisation, ce modèle est à bout de souffle. Donc, on l'a vu après 2009, on l'a vu aussi après 2017, ça a tendance à rouvrir la question d'une évolution statutaire et institutionnelle. Madame Améry ? Moi, je vais rejoindre mon collègue, effectivement, mais ce qui est, encore une fois, du point de vue de l'historien, c'est que quand on lit les textes des années 50, 60 sur ces questions en fait, de changement de statut, sur les revendications, et qu'on entend et qu'on lit aussi les politiques actuelles, finalement, on est vraiment sur des éléments qui se répondent bien à 50 ans, 80 ans d'écho. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est une question qui est de plus en accrue et qui a son histoire et qui se fait dans un autre contexte, mais qui sont finalement les héritiers de la génération Cataillé et de l'UPG. N'est-ce pas, M. Darnal? Vous aurez le mot de la fin. Ce sont des revendications qui reviennent constamment sur le devant de la scène depuis les années 50. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu des mouvements autonomistes, il y a eu la revendication du statut spécial avec Cataillé, et puis il y a eu la revendication de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains élus qui réclament une certaine autonomie, mais moi je crois que les choses vont dans le sens de l'histoire. Un peuple a besoin de décider par lui-même de ce qui lui convient. Et aujourd'hui, on ne peut pas décider en Guyane. Ce sont les autres qui décident pour nous à 8000 km sans connaître notre réalité. Donc il est normal qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Quand on voit comment certains pays arrivent, alors qu'ils ont moins de moyens que nous à se développer, parce qu'ils ont leur destinée en main, on a le droit de se poser des questions. On nous a fait croire pendant des décennies que les pays indépendants de la Caraïbe étaient sous l'eau. Moi, j'invite tous les gens qui ont les moyens de voyager aujourd'hui d'aller voir s'ils sont vraiment sous l'eau par rapport à nous.
Merci beaucoup Linda Méry, merci Thierry Nicolas, merci Albert Darnal, merci également infiniment pour ces commentaires, décryptage, analyse sur l'histoire de la lutte syndicale, du militantisme, de la contestation en Guyane et dans nos territoires plus globalement. Un partage qui nous permet de comprendre et de mieux appréhender l'évolution de nos sociétés. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci de nous avoir invités.